commence loin, très loin du Finistère, quand en 1973, les pays producteurs décident de vendre leur pétrole à prix d'or. En France, 75% de l'énergie consommée provient des hydrocarbures. Le choc pétrolier met le pays à genoux. Le gouvernement décide alors de tout miser sur une énergie qu'Électricité de France expérimente déjà depuis plusieurs années, le nucléaire. Dans les 10 ans qui viennent, l'atome doit remplacer le pétrole. Nous venons de prendre aujourd'hui une décision extrêmement importante. C'est de lancer en 1974 et 1975 13 centrales nucléaires nouvelles. 13 centrales nucléaires de 1000 mégawatts chacune et qui coûteront chacune à peu près 1 milliard de francs nouveaux. En décembre 1974, quelques jours avant Noël, la presse révèle 5 sites nucléaires potentiels en Bretagne. EDF devra choisir celui qui convient le mieux à ses ingénieurs. Personne n'en a été informé, ni les élus, ni la population. À Plogoff, on ne semble pas applaudir ce fantastique saut dans la modernité. Qu'est-ce que vous pensez de l'implantation éventuelle d'une centrale nucléaire non loin d'ici? On ne veut pas, bien sûr, la centrale nucléaire. Pourquoi vous n'en voulez pas? Ben non, pour quelle raison? Pourquoi? C'est un danger public. On n'est pas content, on n'est pas content. Pourquoi vous n'êtes pas content? Pourquoi vous n'êtes pas content? Pourquoi? Parce que ça pollue la côte. Tout le pays est mis à contribution. Mais tout le monde n'est pas d'accord. L'État semble vouloir décider sans l'avis des Français. Pourtant, quelques mois plus tôt, le président Valéry Giscard d'Estaing promettait que les centrales nucléaires ne seraient pas imposées aux populations qui les refusent. À Plogoff, personne n'a jamais douté de la parole d'un président. Alors, au printemps 1975, le conseil municipal se réunit. À l'ordre du jour, participation de la commune aux travaux de l'église, taxe d'habitation et un troisième point qui fait presque l'unanimité. Le non à la centrale l'emporte largement, à 18 voix contre 1. Le conseil a sagement délibéré. Le maire, Jean-Marie Kerlock, va transmettre cet acte officiel à la présidence. Pour cet ancien timonier de la Royale, l'affaire est réglée. Mais l'indépendance énergétique du pays est en jeu. Face à cela, l'avis d'une poignée de retraités bretons ne pèse pas bien lourd. Et techniquement, la lande littorale de Plogoff est parfaitement adaptée. Toute cette zone devait être naturelle, ces rochers devaient être entaillés, tout ça miné, dynamité. L'ensemble de la centrale se trouvait ici sur une longueur de 2 km. En 1974, l'écologie n'est pas encore un parti politique, mais un tout jeune mouvement dans lequel Jean Moalic s'engage en militant. Il a alors 21 ans et prend avant tout la défense d'un paysage. Les gens du pays, ils étaient attachés à leur terre, et je vais le dire en breton, an doar dom. Cette terre est à nous. Et ils ajoutaient, n'est que d'un EDF. Ce n'est pas propriété d'EDF. C'est notre propre terre, et cette centrale, nous n'en voulons pas, nous n'en aurons pas. Seulement, s'opposer à EDF, c'est s'opposer à l'État. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise publique assure la reconstruction et le développement du pays. EDF, c'est l'artisan des 30 Glorieuses. À ses ingénieurs, la France doit plus que la lumière. Mais pour une grande partie de la jeunesse, la sacro-sainte croissance, imposée par les technocrates parisiens, n'a plus valeur d'évangile. Mai 68 est passé par là et alimente un mouvement antinucléaire de plus en plus puissant et structuré. Des cours du soir et des réunions d'information sont organisées partout. Pour mieux s'opposer à EDF, les contestataires entendent maîtriser leur sujet. La première réunion qui a eu lieu ici à Plogoff pour présenter, qui a été organisée par le CRIN, le Comité régional d'information nucléaire, a eu lieu à la mi-janvier 75.
Et au fil de toutes ces années de lutte, il y a eu constamment des informations. La CFDT, les biologistes, les scientifiques qui sont venus informer la population. Donc l'éducation populaire s'est poursuivie pendant toute la lutte et il y avait de nombreuses personnes. La salle était pleine. Et petit à petit, chacun dans sa mesure, avec toutes ces réunions, ces rencontres, s'est fait son idée. C'est-à-dire que les personnes sont devenues compétentes dans leur domaine. C'était pas simple. Il y avait une réaction épidermique, mais une réaction de plus en plus construite au fil des ans. Le plan nucléaire déclenché en 1974 prévoit la construction de 170 réacteurs avant l'an 2000. C'est le programme nucléaire le plus ambitieux au monde. EDF fait alors le pari de s'implanter partout, le plus rapidement possible, afin de mettre tout le monde devant le fait accompli. Pour la presse écologiste comme pour de très nombreux scientifiques, le gouvernement et EDF jouent aux apprentis sorciers. La sécurité n'est pas garantie, le cycle du nucléaire n'est pas assuré, les risques biologiques, on ne les connaît pas. Comment peut-on, dans ces conditions, se lancer dans un programme de 30, 100 réacteurs? Ça n'a pas de sens. En février 1975, 400 chercheurs demandent aux Français de refuser l'installation des centrales nucléaires tant qu'ils n'auront pas une claire conscience des risques et des conséquences. L'été suivant, les dunes de la baie des Trépassés à Plogoff se transforment en université d'été antinucléaire. Le forum a un peu des allures de kermesse, mais des scientifiques de haut vol viennent parler uranium, plutonium ou surgénérateur. Les locaux, qui se mobilisent avant tout pour protéger leur littoral, se rapprochent des militants écologistes et antinucléaires. De son côté, l'entreprise publique n'a absolument pas l'intention de se laisser déborder par une bande de hippies et de vieux marins bretons. Elle déclenche une riposte d'envergure, à grand renfort de sondages d'opinion, de groupes de recherche et d'experts en communication. Si elle veut imposer ses centrales, le nucléaire doit devenir fréquentable. Quand on sait que pour fournir l'électricité nécessaire pendant 1 an à une ville de 100 000 habitants, on n'a besoin que de 7 tonnes d'uranium, ce monsieur vaut la peine qu'on s'y intéresse. EDF mène également des opérations de charme. Des élus bretons sont invités à Flamanville et à Chinon pour voir ce que représente réellement un chantier nucléaire. EDF promet des emplois, des grands travaux, des rentes juteuses. Le maire de Plogoff, Jean-Marie Kerlock, ne se laisse pas embobiner. Son conseil a déjà dit non à la centrale. 3 ans plus tard, c'est toujours non. Mais en septembre 1978, le piège semble se refermer sur sa commune. EDF annonce que de tous les sites bretons, celui de Plogoff est le plus adapté. Fin novembre, Jean-Marie Kerlock, ses administrés et toute la Bretagne antinucléaire battent le pavé à Quimper. Les opposants à la centrale doivent se faire entendre. Le but là, nous, c'est de rassembler beaucoup de monde ici, des antinucléaires, quelles que soient les positions et les politiques. À Plogoff, c'est ça qui se passe. Au coude à coude, tout le monde. C'est ça que je voudrais. Mais les arguments d'EDF ont eu raison de la pression de la rue. Majoritairement giscardiens, les élus du département et de la région entérinent le choix de Plogoff. Ce 29 novembre 1978, EDF pense avoir définitivement mis la main sur le Cap Sizun. Erreur. La partie ne fait que commencer. Vous avez dit tout à l'heure que ce serait difficile pour l'EDF de venir. Vous laissez entendre que... Je pense. Ça laisse entendre rien du tout. Ça laisse entendre que la population de Plogoff se laissera pas faire, quoi. Monsieur le maire, si ces techniciens venaient sur place... Oui. Alors? Oui. Vous me demandez ce qui va se passer, quoi. Ça, nous le verrons plus tard. Je vous ai dit qu'on prendra une décision probablement très importante, mais qui aura des répercussions certainement. La grogne du vieux timonier n'inquiète pas encore les ingénieurs d'EDF.
Sûrs de leur coût, ils affichent fièrement les 4 réacteurs de 1300 MW prévus dans un modèle réduit Enchanteur. C'est une maquette, mais il manque plein d'éléments. Il n'y a pas de barbelé, il n'y a pas de ligne à haute tension, il n'y a pas de route. Donc on a l'impression que bon, tout est propre, net, et que la centrale, bon, après tout, elle s'intègre. Pas de problème, apparemment. Il faudra pourtant bien construire tout ce qu'il manque sur cette maquette. Des routes, des lignes à haute tension, des logements pour 4000 ouvriers et ingénieurs, des écoles pour leurs enfants, des restaurants. Les plogofistes ne peuvent pas croire que leur futur risque de ressembler à cela. On a toujours refusé, depuis le début. Et je ne vois pas pourquoi que maintenant, au bout de 4 ans de lutte, qu'on viendrait nous l'imposer. On n'a pas eu peur des balles durant la guerre. Et moi, je serais le premier peut-être à me sacrifier. On défend notre morceau de terrain. On défend notre morceau de terrain. On est bien où on est. On ne veut pas être emmerdé avec ça. La construction de la centrale paraît de plus en plus inévitable. Il ne reste plus à EDF qu'à franchir quelques étapes purement formelles avant de jeter ses bulldozers à l'assaut du littoral. À l'été 1979, comme la loi l'y oblige, EDF envoie aux élus et aux associations de protection de la nature le dossier technique de la centrale de Plogoff, ainsi qu'une étude d'impact qui ne rassure personne. Dans l'ensemble du dossier, il est dit qu'on fera des études par la suite, quoi. C'est-à-dire que, bon, il y a des tas de problèmes qui ne sont pas réglés, notamment de la pollution du milieu marin par les eaux chaudes, le chlore, et puis l'incidence, quoi. Donc, c'est l'inconnu. C'est ce qui a amené, ce qui nous a fait considérer que c'était un dossier bidon. Bidon ou pas, c'est cet énorme dossier technique qui doit être ensuite présenté à la population de Plogoff, au cours de la dernière étape de la procédure, l'enquête d'utilité publique. Une ultime étape, purement administrative, que les autorités planifient pour le début de 1980. À ce moment-là, cela fait déjà 6 ans que la commune vit avec la crainte d'une centrale sur son territoire. Avec le dossier de l'enquête d'utilité publique, EDF et l'État entrent symboliquement à Plogoff. La menace n'a jamais été plus concrète. Comme la réglementation le prévoit, la population devra être en mesure de consulter le dossier d'EDF en mairie. Chaque citoyen devra trouver là, outre le dossier qui lui permet de s'informer, un registre d'enquête sur lequel il aura toute liberté d'exprimer son sentiment en indiquant, sous la forme qu'il choisira, encore une fois, les observations, les avis, les critiques, d'une façon générale, tous les jugements qu'il devra et aura le sentiment de devoir émettre au sujet de ce projet. Mais à Plogoff, les frondeurs n'ont aucune intention de laisser l'enquête publique se dérouler normalement. Les portes de la mairie resteront fermées aux commissaires enquêteurs. Sur les visages, pas de résignation, mais de la colère. Les opposants à la centrale redoutent que l'histoire ne soit écrite d'avance et qu'EDF ne tienne pas compte de leurs avis. Les écologistes et les militants antinucléaires les ont avertis. Les enquêtes d'utilité publique n'ont souvent que l'apparence de consultations démocratiques. Ce ne serait pas la première fois qu'EDF tente un passage en force. À Flamanville, dans le Cotentin, EDF avait déjà commencé la construction de sa centrale avant que l'enquête ne se termine, dans la plus parfaite illégalité, sans être propriétaire du terrain, sans avoir obtenu de permis de construire. Deuxième exemple, à Brou-Saint-Louis, sur l'estuaire de la Gironde. Là, la population avait joué le jeu. Et crac, 3 mois après, le décret est tombé et c'était fini. Alors, qu'est-ce qui va se passer à Plogoff? On peut se le demander. Est-ce que EDF risque un camouflet? C'est pas impossible non plus. L'enquête publique doit démarrer le 31 janvier 1980 à 9h. La veille, dans l'après-midi, la population de Plogoff se réunit devant la mairie. Le drapeau breton est hissé en haut du mât, au-dessus du drapeau tricolore.
À son pied, l'imposant dossier d'EDF est jeté dans les flammes. Après 6 ans de lutte pacifique, les plogofistes entrent physiquement en résistance. Pendant toute sa carrière au sein de la Marine nationale, Jean-Marie Kerlock a fidèlement servi l'État. Ce jour-là, devant sa mairie, pour la première fois de sa vie, il désobéit. Bien sûr, c'est symbolique. Seulement, si c'est symbolique, c'est tout de même dans un but, pensant tout de même attirer l'attention, et je l'ai dit tout à l'heure aux journaux parisiens qui sont là, attirer l'attention que nous sommes déterminés. Si c'est un geste symbolique, on y croit quand même. Hein. Ouais. Puisque la mairie de Plogoff refuse d'accueillir le dossier d'EDF, le préfet imagine une parade. Il réquisitionne 2 camionnettes qui vont faire office de mairie annexe. Chaque jour, pendant 6 semaines, de 9h à 17h, c'est dans ces fourgons que les personnes qui le souhaitent pourront consulter les dossiers d'EDF et noter leurs remarques. Par sécurité, les dossiers et les registres sont enchaînés à la carrosserie et placés sous bonne garde. Si la procédure est empêchée, EDF devra renoncer à sa centrale. Tout dépend donc du préfet et de sa capacité à garantir le maintien de l'ordre. Il le confie au commandant de gendarmerie Gérard Charlot, un bon connaisseur du tempérament breton, rompu aux situations inflammables. On a déjà été faire des reconnaissances. On est allé sur le terrain et on a commencé à se dire, bon, comment ça va se passer? Ben voilà les hypothèses qu'on fait. On regarde le terrain et on dit il faut des moyens derrière. Donc il y a cette réflexion qui est une méthode de raisonnement tactique militaire, hein, finalement, des moyens, quel est l'adversaire et qu'est-ce qu'on met en face? Et à partir de ce raisonnement-là, on dessine déjà une espèce de schéma d'intervention possible. On regardait le terrain, il y a des petits, le Cap, il y a des petites routes, il y a des murets partout, on ne fait pas passer des véhicules partout. Hein. Alors il y avait des points de passage obligés, c'était des ponts. Et si on bloque le pont, qu'est-ce qu'on fait, par où on passe? Il y avait toute cette réflexion sur le terrain, sur laquelle, en reste campagne, on est perdant tout le temps. Hein. Si on ne fait pas une analyse du terrain, on ne peut pas gagner la guerre, ça c'est pas possible. Si tant est que c'est une guerre. Quelques jours avant le début de l'enquête publique, le préfet a fait venir 10 escadrons, plus de 800 gendarmes mobiles. Les hommes ont pris leur quartier dans l'ancien séminaire de Pont-Croix, à 15 km de Plogoff. Chaque jour, les soldats devront escorter les mairies annexes jusqu'à Plogoff. Le préfet l'ignorait peut-être, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, ce séminaire était aussi le QG de l'armée allemande. La population, elle, n'a pas oublié. Tout le monde en Bretagne redoute un bras de fer musclé entre habitants et forces de l'ordre. Le soulèvement du petit village breton contre EDF ne pouvait échapper à la caméra de Nicole et Félix Le Garec. Écologistes engagés, ils ont déjà filmé les conséquences du remembrement et des marées noires en Bretagne. La construction d'une centrale nucléaire sur le littoral, c'est l'agression de trop. Ils vont se rendre à Plogoff, en voisin, pour documenter l'exaspération de la population. Leur film « Plogoff, des pierres contre des fusils » est la chronique fidèle de ces 6 semaines d'enquête d'utilité publique, vécues aux côtés des opposants. Il ne s'agissait pas non plus de faire un film pour faire un film, parce que j'étais militante. Hein. Et donc là, il fallait avoir, dans l'idée d'avoir un angle, comme les autochtones, les plogofistes, se levaient en masse comme ça, que tout le monde était là, il y avait un vrai sujet là quand même. Surtout que ces gens n'avaient jamais manifesté auparavant, ne s'étaient révoltés encore moins, et donc ça devenait quand même très, très surprenant et intéressant à filmer ce moment de bascule là. Au soir du 30 janvier 1980, les maquisards de Plogoff érigent des barricades sur toutes les voies d'accès au village. Pierres des murets, engins agricoles, pneus, carcasses de voitures, tout est bon pour rejouer mai 68 au Cap Sizun. Vers 4 heures du matin, l'œil rond d'un projecteur apparaît dans la nuit. Les gendarmes mobiles approchent. Ils sont plusieurs centaines, mais la route est semée d'embûches. Une guerre d'usure commence.
le premier jour de l'enquête d'utilité publique, là, il fallait emmener les mairies sur place, les mairies annexes. Alors, on savait que ça allait être difficile. Et on savait tout, parce qu'on savait comment ils se préparaient. Ils coupaient les ponts, ils amenaient des câbles de marine, ils coupaient des arbres. Enfin, ils s'organisaient pour empêcher l'arrivée des mairies annexes. Leur démarche, c'était ça, empêcher l'arrivée des mairies annexes. Après cette première nuit des barricades, Plogoff se réveille groggy. Les rues, d'ordinaire si calmes, sont jonchées de débris. L'intrusion de la centrale dans leur vie, ce sont déjà ces images de chaos. Mais les gendarmes ont mené leur mission à bien. Le 31 janvier 1980 à 9h, les mairies annexes sont en position au pied du calvaire de Saint-Yves. Le chemin de croix des gardes mobiles ne fait que commencer. On les a quand même tenus sur le pont du Loc pendant 4 heures. Et quand ils sont arrivés devant les rues de Plogoff, comme des assaillants, ils nous ont bombardés de bombes lacrymogènes, alors que personne, les mains vides et le courage pour se défendre. Et voilà, contre l'assaillant, je peux dire ça. Mais c'est pas fort pour les gens, l'état-major qui nous a attaqués. En tout cas, la préfecture disait qu'il n'y aurait pas de résistance à Plogoff, parce que c'était des vieux, des retraités, des militaires qui avaient toujours obéi, qui avaient obéi toute leur vie, qui étaient respectueux de la hiérarchie, donc dans l'obéissance. Et puis des femmes, ma foi, les femmes n'ont pas l'habitude de résister, elles restent au foyer en général, disait-il. Pas moi, mais eux. Donc la surprise a dû être assez grande quand même, je pense. Saint-Yves, c'est le saint patron des Bretons. Les gendarmes auraient dû le savoir avant d'y installer les mairies annexes. Pour les habitants du village, c'est presque une provocation. Par ailleurs, la chapelle est bâtie dans un cul-de-sac. Au fil de la journée, les gendarmes mobiles sont encerclés par la foule des manifestants. Le face-à-face devient houleux. Pas de tour de chauffe. Dès le premier soir, gendarmes et contestataires apprennent à se connaître. Alors, l'arrivée, c'était problématique. Et le départ, alors c'est pareil, ils nous empêchaient de partir. Donc, ils essayaient de nous bloquer là. Alors là, forcément, il fallait dégager. Hein. Donc, c'était ou bien une charge pour dégager, avec à l'appui quelques grenades lacrymogènes. Bon, ça ne durait pas longtemps, hein, mais il fallait partir de là. À Plogoff, le journal Ouest France a délocalisé une partie de sa rédaction pour toute la durée de l'enquête d'utilité publique. Jeune journaliste, Théo Le Duron a vécu ces 6 semaines comme un baptême du feu. Je n'avais jamais vécu de grandes manifestations avant. J'avais vu quelques échauffourées quand j'étais étudiant à Rennes, mais très peu. Et là, c'était mon premier grand bain. Donc, quand on voit les pluies de lacrymogènes qui s'abattent, eh bien, on apprend très vite à savoir où sont les vents portants pour se mettre à l'abri. Le soir du 31 janvier 1980, pour la première fois depuis le début de son opposition à la centrale, Jean-Marie Kerlock essuie quelques larmes. Comme ses administrés, il vient de comprendre ce qui les attend pour les 6 semaines à venir. Les forces de l'ordre, elles non plus, ne sont pas au bout de leur peine. Quelques jours plus tard, l'ambiance est radicalement différente. C'est un dimanche. Les gendarmes et les mairies annexes à Roulettes sont donc restés à Pont-Croix. Il fait froid, il pleut, c'est un hiver breton. Mais ce dimanche réchauffe le cœur des irréductibles du Cap Sizun. Ils ne sont pas seuls à se battre. 20 000 sympathisants sont venus les soutenir. Au début de la lutte, eux, ils disaient on ne veut pas des bandes d'étrangers chez nous. Voilà, on est contre le nucléaire pour ça. Et après, c'est effectivement tout le travail des antinucléaires, des gens sur le terrain qui connaissaient les gens de Plogoff, qui ont pu les faire évoluer
vers une analyse qui dépassait leur village et qui nous rejoignait là sur la lutte antinucléaire. Quand elle rejoint les révoltés de Plogoff, Marie-Nicolas a 26 ans et milite corps et âme contre le nucléaire depuis déjà de longues années, consciente de la nécessité d'agir local, mais de penser global. Plogoff, pour moi, ça n'a pas été parce que c'est Plogoff, parce que c'est le territoire breton. Nous, c'était non au nucléaire, ici ou ailleurs. Hein. C'était vraiment un engagement total et pas une histoire de territoire. C'était une histoire de ce que pouvait représenter cette technologie nucléaire. Sous l'impulsion de ses alliés écologistes, Plogoff s'inspire d'autres mouvements de désobéissance civile, notamment celui du Larzac. Les opposants à la centrale créent un groupement foncier agricole. Des milliers de sympathisants achètent pour 100 francs des parcelles de terrain convoitées par EDF. Si elle veut les acquérir, l'entreprise publique sera contrainte à d'interminables et de très âpres procédures. L'idée est d'occuper le terrain en créant sur le littoral un projet agricole et une bergerie. Ce qui se passe à Plogoff, je ne l'ai encore jamais vu jusqu'à présent, à plusieurs niveaux. D'une part, au niveau d'une efficacité dans la lutte, d'une préparation de cette lutte et d'une réalisation de cette lutte. J'ai jamais vu ça ailleurs qu'à Plogoff. Ailleurs, on manifeste, bon, on va faire notre petit sitting, on va faire ceci, on va faire cela. Et puis, lorsque c'est terminé, on s'en va, on rentre chez soi et c'est fini. Là, il ne s'agit pas de ça. Ici, il s'agit de durer, il s'agit de vivre et d'empêcher cette centrale de se faire. C'est pas du folklore ici, c'est du sérieux. Cette grande journée de mobilisation redonne de la vigueur aux vaillants réfractaires. Ils en auront besoin. L'enquête publique ne fait que commencer. Au petit matin, les mairies annexes sont de retour. Les forces de l'ordre ont trouvé un endroit moins enclavé pour poursuivre la pseudo-consultation. Dans la journée, personne ne vient jamais feuilleter les dossiers. Les gardes mobiles ne s'ennuient pas pour autant. Les femmes de Plogoff, qu'ils surnomment les Bécassines, mènent chaque jour un très efficace travail de harcèlement. Mais que voulez-vous quand on est né sur la mer comme nous? Nous aimons tous cet océan d'azur qui nous vient au milieu. C'est pour ça que nous voulons rester là. Et oui, c'est pour ça qu'on veut rester là. Et c'est pour ça que nous aimons ici, notre coin. En face de ce cordon serré de gendarmes, il y avait un autre cordon tout aussi serré, de femmes essentiellement, qui, elles, narguaient pendant toute la journée, du matin au soir, les gendarmes mobiles, qui les insultaient, qui les traitaient par l'ironie, en disant « mais tu as l'âge d'être mon fils, toi », à un tel, bon, qui se moquaient des gendarmes à longueur de journée. Et ça, c'était une terrible guerre des nerfs que menaient les femmes de Plogoff. Ah, Madu, regarde comme il tremble. Regarde, il va tomber. J'ai pas l'habitude de mener derrière. J'ai un peu le trac. Je suis une grand-mère, maman. J'ai honte d'avoir un petit-fils comme toi. Honte que je sois Œil pour œil, dent pour dent. À leur tour, les gendarmes mobiles écopent de surnoms peu flatteurs. Le charolais, le tueur, Pépé la matraque. L'un d'entre eux, au teint un peu rougeaud, est baptisé la route du Rhum. C'est bon enfant, mais ça agace. À l'appel du clocher, chaque jour, à 17h, tout le village se donne rendez-vous. De 7 à 77 ans, chacun vient saluer à sa manière le départ des mairies annexes. Dans le ciel, la mère poule, comme l'ont baptisé les femmes de Plogoff, compte les fidèles de ce qu'il est désormais convenu d'appeler la messe de 5 heures. Ces moments de Plogoff, de la messe, pour nous, c'était important à la fois d'être présent, mais également d'aider les gens parce qu'on en avait peut-être moins peur, ou on était
déjà un peu initiés à ce qui se passait par rapport au gaz lacrymogène ou à la violence policière. Mais je me rappelle d'avoir, par exemple, aidé des femmes de Plogoff, qui étaient quand même pas toutes jeunes, à se mettre à l'abri quand il y avait des grenades lacrymogènes. On leur amène des mairies annexes. On sait très bien que ceux qui ont quelque chose de positif à dire ne peuvent pas y aller. Ceux qui ont des choses négatives, ils n'y vont pas parce qu'ils ne sont pas d'accord. Donc c'est nul notre truc, c'est nul. Et malgré ça, avec ce truc nul, on est en train de créer des risques graves d'affrontement avec les conséquences que ça implique. Mais cette position-là, je le disais comme ça gentiment au préfet, mais on était parti, on ne pouvait pas s'arrêter. C'est l'expression d'une faillite d'un fonctionnement démocratique. Il n'y a pas d'autre terme. Quand on en est conduit à respecter un formalisme dans une contrainte et par la force policière, il y a de quoi s'interroger. Vous savez également que cette consultation se fait dans un climat très dangereux. Est-ce que vous ne craignez pas que l'on atteigne rapidement le point de non-retour? C'est une chose qui me préoccupe beaucoup. Mais je veux encore croire que la loi et le bon sens, car ils sont en l'espèce très proches l'un de l'autre, devraient l'emporter sur les passions et sur les excès. Après des semaines de confrontation quasi quotidiennes, les nerfs sont à vif. Pour éviter les passions et les excès qu'il redoute tant, le préfet engage un 11e escadron, les gendarmes parachutistes, les ancêtres du GIGN, de retour du Liban. L'important dispositif policier, nous demandons aux enfants de dégager et à la population de se tenir en garde. On est là pour faire respecter un ordre de la loi. Ah ben, il ne vous convient pas, vous avez le droit de manifester, ben, arrêtons de nous taper dessus quand même. Les gendarmes, ils ont été calmes longtemps, et puis un beau jour, on dit bon, ça suffit, il faut ramasser les auteurs, ceux qui l'abandonnent des pierres, et puis les emmener devant la justice. Le vendredi 29 février 1980, au 30e jour de l'enquête publique, la tension monte d'un cran. Exaspérés par ces coriaces insoumis armés de lance-pierres, les autorités donnent l'ordre d'embarquer les plus zélés. Et donc ce soir-là, ils ont arrêté plusieurs personnes de Plogoff. Plusieurs ont été tout de suite relâchées, certaines ont été gardées, mais en tout état de cause, toutes celles qui ont été arrêtées, ce sont celles qui couraient le moins vite. Parce que c'était les personnes les plus âgées, les plus jeunes. Ils avaient détalé comme des lapins quand ils ont vu les gendarmes en basket qui rappliquaient. Certains couraient vite aussi, hein, parmi les manifestants. Ce moment-là, je ne l'oublierai jamais, parce que il y avait une intensité là, et là, on sentait que c'était un moment de bascule aussi. La peur était quand même plus grande que d'habitude. Les gens étaient touchés par les arrestations, on avait l'impression que ça allait plus se terminer, qu'on allait avoir, voilà, que ça allait s'intensifier comme ça. Et aussi, les gens, tout d'un coup, n'étaient pas d'accord, quoi, entre eux. Il y a eu comme ça, est-ce qu'on va à Pont-Croix, est-ce qu'on va pas, est-ce que, voilà, on sentait les gens désorientés. Si les hommes vont à Pont-Croix, ils seront ramassés là-bas. Je crois que ce n'est pas le moment d'aller là-bas, parce qu'au point où ils en sont capables de ramasser 50 autres. Pour le moment, je crois, c'est à Plogoff qu'il faut rester et non aller à Pont-Croix pour les provoquer davantage. J'insiste sur les paroles de Jean-Marie, ils sont prêts à tout. J'ai vu aujourd'hui donner des coups de pied à des femmes, donner des coups de matraque
Alors, les hommes, je sais que vous êtes énervés, mais concentrez-vous sur Plogoff. Faites travailler vos esprits et que Plogoff devienne une île et qu'on ne les voit plus sur notre terrain. C'est une femme, la première adjointe, l'adjointe de Jean-Marie Kerlor, Amélie Kerlor, ils ne sont pas de la même famille, hein, qui, en prenant la parole, a su trouver les mots, le ton aussi, parce qu'elle est lyrique presque à certains moments. Et quand elle dit « faites de Plogoff une île », ça, tout le monde le ressent, mais dans leur chair, quoi, vraiment. Et là, c'est l'union sacrée à nouveau. Le jeudi 6 mars, s'ouvre à Quimper le procès des hors-la-loi arrêtés quelques jours plus tôt. Solidaires, les habitants de Plogoff se rendent au tribunal, lance-pierre autour du cou, afin de se constituer prisonniers. Concerné hier, alors tout Plogoff en prison, hommes, femmes et les enfants après, il y aura plus personne. Daniel Cueff. Ce maire breton connu aujourd'hui pour avoir refusé les pesticides dans sa commune était lui aussi devant le palais de justice ce jour-là. J'étais évidemment un sympathisant de la cause. J'avais passé mon bac ici à Quimper. Donc je suis venu ici au tribunal. Le maire de Plogoff, Jean-Marie Kerlor, arrivait accompagné d'une délégation, évidemment avec son écharpe, fier, appréciant les applaudissements. Mais il n'y avait pas que des applaudissements. Il y avait allez Jean-Marie, allez vas-y, soutiens-nous. Mais il y avait aussi Jean-Marie, fais pas le con, hein, sois bon, hein, t'as intérêt de gagner. Hein, il faut, voilà, il y avait cette double chose. Mais bon, je voyais bien que ce maire était sous une forme de pression aussi, mais il tenait le coup. Quand moi-même je suis devenu maire quelques années après, c'est vrai que ça faisait référence pour moi, c'était peut-être dans mon inconscient, mais je me suis dit qu'un maire aussi pouvait résister à l'État, ne pas être toujours dans l'obéissance, surtout quand les choses qui viennent de l'État ne sont pas acceptables ou en tout cas que la population ne veut pas. C'était un état de siège, il y avait beaucoup de gens sur les quais. Amnesty International avait envoyé un représentant pour enquêter sur les droits qui pouvaient être bafoués. Et ça nous a marqués. C'était une lutte intelligente, c'était une lutte drôle, c'était une lutte extrêmement efficace avec plein d'inventions au jour le jour. Regardez cette manifestation qu'il y avait là avec les gens autour du cou, le lance-pierre, des dizaines et des dizaines de lance-pierres. C'est une symbolique quand même très forte, quoi, face à des CRS ultra armés, anormalement armés, face à une population au final pacifique. C'est très choquant pour le jeune que j'étais. J'ai découvert la violence de l'État en fait. Les pouvoirs publics, ils espéraient que ça calmerait la population. Or, ça a été l'inverse. Les procès qui ont eu lieu à Quimper ont amplifié encore l'écho médiatique de l'enquête publique. Et puis le procès des manifestants de Plogoff, ça s'est passé cet après-midi à Quimper, et Claude Sérillon était notre envoyé spécial sur place. Nous le rejoignons. C'était Plogoff à Quimper, à 45 km de distance. Des hommes et des femmes du Cap Sizun sont venus chanter en breton des cantiques de résistance. De résistance à une menace nucléaire, mais de résistance aussi à une occupation. On a peu parlé du nucléaire, on a simplement témoigné d'un climat où les lance-pierres se battent contre un futur qui les inquiète, dérisoire débat où les gendarmes reconnaissent les agresseurs à leurs habits de marins, habits communs à toute une population. Le procès tourne effectivement au grotesque. Faute d'éléments probants, les rebelles sont libérés. Aux marches du palais de justice, sans doute vexés par quelques insultes, les forces de l'ordre ripostent à coups de matraque, de gaz lacrymogène et de canons à eau. Pas de quoi effrayer des marins, ni des Bretons.
Donc ça, c'était dans l'édition du 15 au 16 mars. Donc c'était en fait la dernière journée de l'enquête d'utilité publique. C'était le compte rendu de la dernière journée. Et il y a eu 5000 fidèles qui sont venus pour la dernière messe ce soir-là, hein, pour le dernier départ des mairies annexes. Ces 6 semaines éprouvantes n'ont fait que quelques blessés. Dans ce cercueil, il n'y a que des victimes symboliques. EDF, le préfet et l'honneur des gendarmes. Tout autour, ça rit et ça chante. Plogoff fête sa libération. Avis à la population. Les forces d'occupation évacuent le Cap Sizun. À partir de ce jour, 14 mars, 17h, tout garde mobile surpris à déambuler sur le territoire de la commune sera considéré comme une illusion d'optique et traité comme tel. À la Pointe du Raz, les traditions ont la vie dure. Et quand un hôte s'en va, on sait le saluer comme il se doit. Kenavo, les gardes mobiles. Je suis fier des gens de Plogoff parce qu'ils ont prouvé qu'ils n'ont pas peur ni des gendarmes, ni de personne d'autre. Nous, on est déterminés et on ira jusqu'au bout. Et si un jour ils devaient venir faire des travaux sur le terrain, croyez-moi, ils trouveront du dur. L'État, qui devait faire une enquête d'utilité publique, il a effectivement fait une enquête. Foireuse, tout ce qu'on veut, mais c'est une enquête. C'était idiot de faire ça, au risque de se casser la figure entre nous, là, alors qu'on savait que ça n'avait aucune portée. C'était sans portée. Mais le symbole de l'enquête d'utilité publique était respecté. Ben voilà. Tout ça pour ça. Plogoff a retrouvé son calme légendaire. Les gendarmes sont partis. Mais la houle bat toujours la côte. Et la menace est encore là. L'enquête d'utilité publique n'a pas été entravée. EDF n'a plus qu'à attendre le décret du Conseil d'État pour démarrer les travaux, puisque désormais, plus rien ne s'y oppose. Rien, sauf les inusables dissidents de Plogoff, qui font évidemment farouchement penser à ces autres irréductibles qui résistent encore et toujours à l'envahisseur. H canonique, c'est devenu Jean Molix. Bon, j'étais l'un des plus jeunes, mais là, je suis plus ancien. Sur la vignette, on voit bien Abraham Courcis, qui est Jean-Marie Carlor, le maire de Plogoff, qui s'adresse à la population et qui lui dit « Mes amis, César veut nous imposer une centrale nucléaire, mais nous n'en voulons pas, nous n'en aurons pas. » Et César, évidemment, c'est le président Giscard d'Estaing qui avait dit, lors de la campagne électorale de 1974, que les centrales nucléaires ne seront pas imposées aux populations qui les refusent. Alors évidemment, il y a le repas à la fin avec des chants en breton. Et le barde, pour une fois, il a le droit de chanter. À la Pentecôte 1980, la baie des Trépassés prend des allures de Woodstock en mer d'Iroise. Il est loin le temps des kermesses improvisées. Et en plus, ce jour-là, le barde n'est pas seul à chanter. Combien était-il au juste ce week-end devant la magnifique baie des Trépassés? Difficile à dire. Combien de personnes, monsieur, à votre avis, là? 1 million, 2 millions, à peu près. À peu près. 80 000. 80 000. Ouais. Autrefois isolé du monde, le village de Plogoff devient le temps d'un week-end la capitale européenne de la lutte antinucléaire. Pour fêter leur jumelage avec les Bretons, les militants du Larzac ont pris à la lettre un des slogans de la lutte. La Bretagne veut des moutons, pas des neutrons. L'association Plogoff Alternative se propose de réaliser des projets qui montrent qu'une plus grande autonomie énergétique de la région est possible. Il ne suffit pas de dire simplement non au nucléaire, il faut proposer autre chose et en prendre les moyens.
On vivait le moment présent. Hein. C'était, fallait pas se dire continuellement est-ce qu'on va gagner ou pas. À ce moment-là, c'était gagné. Ce rassemblement a été l'apothéose de la mobilisation. Quelques mois plus tard, le climat change brutalement. Le 2 décembre 1980, le Conseil d'État rend les conclusions que tout le monde redoutait. Les travaux de construction de la centrale sont déclarés d'utilité publique. Le coup est rude, mais Plogoff ne baisse pas les bras. La campagne pour la présidentielle de 1981 se précise. Il faut convaincre les candidats d'annuler ce projet. Une lettre ouverte a été envoyée à tous les candidats. Et il y a une lettre qui est un trait d'humour. C'est le candidat Giscard d'Estaing, la lettre a été adressée par le biais de la Croix-Rouge centrafricaine. Allusion aux diamants de Bokassa. Hein, donc, on se faisait plaisir parce qu'on savait que ce n'était pas la peine de s'adresser à Giscard d'Estaing parce qu'il était pour le projet, quoi. Donc, tous les candidats ont été contactés. En 1981, François Mitterrand représente le dernier espoir des opposants à la centrale. Le Parti socialiste est le seul à avoir critiqué la frénésie nucléaire du programme Mesmer. Et depuis son rapprochement avec René Dumont, le candidat écologiste en 1974, Mitterrand a su verdir son électorat et siphonner les bulletins de vote des écologistes. Dans son programme, le candidat Mitterrand fait 110 propositions pour la France. 3 d'entre elles concernent le nucléaire, autour d'une idée forte. Moins de centrales et plus de démocratie. C'est à un spécialiste de l'énergie, Paul Quilès, que François Mitterrand demande de bâtir la politique énergétique du Parti socialiste. J'étais, en tant que directeur de la campagne de Mitterrand, chargé de m'intéresser au territoire dans lequel Mitterrand allait faire une réunion. Et là, je m'étais renseigné auprès des élus de Bretagne. J'avais lu la presse, j'avais suffisamment d'informations pour savoir que Plogoff était une poche de fixation assez forte en Bretagne et que il allait en être question. Je ne pensais pas que ça prendrait cette tournure parce que comme on était dans un grand chapiteau, je ne pensais pas que tout le fond du chapiteau serait tapissé par les affiches non à Plogoff. Je dis très simplement que j'entends terminer les centrales en construction, que je n'entends pas mettre en œuvre celles qui ne le sont pas et que Plogoff ne figure pas et ne figurera pas dans mon plan nucléaire. Plogoff ne fera pas partie de mon programme nucléaire. Il nous disait tout dans ces petites phrases. Il nous disait, Plogoff, terminé. Mon programme nucléaire continue. Et nous n'avons entendu que la première partie de la phrase, bien entendu. En rentrant dans l'avion, je dis à Mitterrand, c'est bien ce que vous avez fait. Et il me dit, oui, je ne sais pas si c'est bien, en tout cas, je l'ai fait. Et c'est sûr, c'est que je tiendrai ma promesse. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. La liesse à Paris, la folie à Plogoff. François Mitterrand y recueille 68% des suffrages. Jean-Marie Kerlock, élu socialiste de la commune depuis 1965, hisse un drapeau tricolore devant sa maison et fixe une rose au bout de la hampe. Cette victoire socialiste, c'est aussi la sienne. François Mitterrand a bien senti le bénéfice qu'il pouvait tirer de la révolte bretonne. Et il tient sa promesse. Il n'y aura pas de centrale à la pointe du Raz. Les anti-nucléaires exultent. Mais leur joie sera de courte durée. Sur les 56 réacteurs que compte la France aujourd'hui, 38 seront mis en service sous la présidence socialiste. À huis clos, Mitterrand avouera « L'écologie est une maladie de jeunesse ». 40 ans plus tard, à la place où stationnaient les mairies annexes,
une sculpture rappelle la victoire de la Fronde contre l'atome. Éternelle légende de David terrassant Goliath. Ces 7 années de bagarre sont devenues un plaisant souvenir, qui berce les excursions et les veillées des pionniers de la lutte antinucléaire. Ailleurs en France, 56 réacteurs vieillissants continuent de produire des tonnes de déchets radioactifs, impossibles à traiter. Mais ça, c'est une autre histoire.